Je viens de tuer ma mère et ma sœur. Ces mots glaçants ont été prononcés sans la moindre émotion par un adolescent texan de 17 ans lors d'un appel au 911. Un aveu froid, effrayant, presque irréel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les histoires de jeunes criminels qui, par leurs actes monstrueux, ont fini en prison à vie ou dans le couloir de la mort. Ces crimes commis par des adolescents ont choqué le monde entier. Le premier sur notre liste est Nicholas Cruz, responsable de l'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Le 14 février 2018, cet homme de 19 ans a perpétré une attaque horrible au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, tuant 17 personnes et en blessant 17 autres. Cette tragédie est non seulement devenue la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis dans une école secondaire, mais elle a également rappelé de manière sinistre à quel point la violence communautaire peut être dévastatrice. Cruz, un ancien élève de l'école, a soigneusement planifié l'attaque, armé d'un fusil semi-automatique. Il est arrivé sur le campus en Uber, est entré dans le bâtiment des étudiants de première année et a commencé une attaque calculée, ciblant les étudiants et le personnel avec une précision troublante. Lors du procès, ces actions ont été décrites comme froides et délibérées, laissant les familles et la nation sous le choc. Les familles des victimes ont livré des déclarations émouvantes, racontant la profondeur de leur chagrin. Un père dont la fille a été tuée a partagé « Je me suis assis avec l'avocat, Satz, et je vous ai regardé tuer ma fille et beaucoup d'autres personnes également sur la vidéo. Je t'ai vu prendre plaisir à suivre ta condamnation. » Cruz a échappé à la peine de mort, mais a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, où il est toujours incarcéré aujourd'hui. La juge Elizabeth Scherer, évoquant la gravité de ces crimes, a ordonné que chaque chef d'accusation soit exécuté consécutivement. Yemen Ahmed, un délinquant juvénile du Yémen, attend actuellement son exécution après avoir été condamné pour un crime commis alors qu'il était mineur. Son cas illustre la pratique troublante de la peine capitale pour les personnes de moins de 18 ans au Yémen. Malgré les lois internationales qui interdisent de telles actions, Ahmed a été reconnu coupable de meurtre, en affirmant qu'il avait agi en légitime défense lors d'une altercation. La procédure judiciaire a été confrontée à des problèmes importants, notamment des allégations d'aveu forcé et une représentation juridique inadéquate. Son procès a été entaché d'incohérences, les tribunaux ayant souvent ignoré les preuves de son âge au moment des faits, malgré les examens médico-légaux indiquant qu'il était mineur, et les juges s'étant fréquemment appuyés sur des évaluations douteuses pour déterminer son éligibilité à la peine de mort. À l'heure actuelle, Ahmed fait partie des nombreux mineurs condamnés à mort au Yémen. Selon certaines informations, au moins 23 jeunes délinquants attendent leur exécution, des groupes de défense des droits des prisonniers faisant activement campagne pour leurs droits et demandant la clémence. Le système judiciaire yéménite a été critiqué pour son incapacité à respecter les normes internationales en matière de procès équitable, en particulier en ce qui concerne les délinquants mineurs. Tejilan, la fusillade du lycée de Chardon. Derrière les barreaux de la prison de Warren, où il passera le reste de sa vie, se trouve Tejilan, 17 ans, un nom qui continue de hanter les couloirs du lycée de Chardon, dans l'Ohio. Le 27 février 2012, vêtu d'un sweatshirt avec l'inscription « Killer, tueur », il est entré dans la cafétéria de son lycée et a ouvert le feu sur ses camarades avec un pistolet de calibre .22. 3 ont été tués, 3 autres ont été blessés. Son comportement pendant et après la fusillade a choqué le pays. Aucun souvenir. Aucune émotion. Pire encore, lors de son procès, il a souri et fait un geste obscène aux familles des victimes, améliorant encore leur souffrance. Condamné à 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, l'âne croupit aujourd'hui dans une cellule exiguë, privé de toute chance de revoir un jour la lumière du jour. Krista Pike, une criminelle au parcours terrifiant, est devenue en 1995 la plus jeune femme condamnée à mort aux États-Unis. À seulement 18 ans, elle a commis un crime d'une sauvagerie inouïe qui lui a valorisé cette phrase extrême. Motivée par la jalousie et une rage incontrôlable, Krista, accompagnée de son petit ami et d'un complice, a attiré une autre jeune femme de 19 ans, Colleen, dans un endroit isolé à Knoxville, dans le Tennessee. Pendant plus de 30 minutes, elle l'a torturée sans pitié, la frappant à mort dans une scène cauchemardesque. Aujourd'hui âgée de 46 ans, Krista attend toujours son exécution, restant l'un des cas les plus glaçants de l'histoire judiciaire américaine. L'affaire de Jake Evans, un jeune de 17 ans originaire d'Aledo, Texas, a capturé l'attention nationale en 2012 suite à un acte horrifiant de familicide.
Le 3 octobre, Jake a assassiné sa mère Jamie et sa sœur de 15 ans, Mallory, un geste brutal qui a conduit à sa condamnation à une peine de prison à perpétuité. L'aspect le plus perturbant de cette affaire est la manière froide et détaillée avec laquelle Jake a documenté ses pensées et actions sur son téléphone, offrant un aperçu glaçant de son état d'esprit. Cette nuit tragique, Jake s'est rendu dans la chambre de sa sœur avec un revolver de calibre 22, où il l'a abattu sans hésitation. Peu après, il a également tiré sur sa mère. Immédiatement après ces actes, il a appelé le 911 avec une sérénité alarmante, « Je viens de tuer ma mère et ma sœur ». La tranquillité de sa voix lors de cet appel est restée gravée dans la mémoire de tous ceux qui l'ont entendu. Il a été rapporté que Jake avait une obsession pour des films violents, notamment Halloween, ce qui a été envisagé comme une influence possible sur son comportement. Des psychologues ont émis l'hypothèse que Jake était déconnecté de la réalité, agissant sous l'impulsion d'un chaos interne profond. En plaidant coupable aux 2 meurtres, Jake a évité la peine de mort, en grande partie en raison de son jeune âge au moment des faits, mais il a été condamné à passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Le cas tragique d'Ibrahim, un jeune yéménite, illustre la sévérité du système judiciaire dans les zones de conflit. Arrêté alors qu'il était encore mineur, Ibrahim a été accusé d'un crime-viol pendant une période tumultueuse de l'histoire du Yémen. En raison du chaos engendré par la guerre et des lacunes du système judiciaire, les détails de son crime sont peu clairs, mais sa condamnation à mort est une réalité alarmante. Jugé dans un système où la transparence fait défaut, Ibrahim a été traité comme un adulte, ignorant son jeune âge et les impacts psychologiques de grandir dans un contexte de guerre. Cette approche a suscité l'indignation internationale, les défenseurs des droits de l'homme argumentant que l'exécution d'un mineur constitue une violation du droit international. Malgré les appels mondiaux à la clémence, Ibrahim reste emprisonné, en attente d'exécution. Son cas souligne l'urgence de réformes judiciaires dans les régions en conflit pour aligner la pratique sur les normes internationales de protection des enfants et des droits humains. Le cas de Sean Sellers reste l'un des plus controversés dans l'histoire de la criminalité et de la justice pour mineurs aux États-Unis. À seulement 16 ans, Sean est devenu l'une des personnes les plus jeunes à être condamnées à mort et exécutées pour ses crimes. Ces actes criminels ont commencé par le meurtre sang-froid d'un employé de dépanneur lors d'un vol. Quelques mois plus tard, il a commis l'inimaginable en tuant ses propres parents pendant leur sommeil. Durant son interrogatoire, Sean a donné des détails glaçants sur ses actions, exprimant que tuer ses parents n'avait pas apaisé sa colère, mais l'avait plutôt laissé vide. Il a prétendu que ses crimes étaient influencés par son obsession pour les pratiques sataniques, ajoutant une couche supplémentaire d'horreur à son profil déjà troublant. Sa défense a plaidé qu'il souffrait de troubles mentaux non diagnostiqués et d'une certaine immaturité, mais ces arguments n'ont pas suffi à émouvoir le jury qui l'a déclaré coupable et condamné à mort. La condamnation et l'exécution de Sean ont provoqué de vifs débats sur l'application de la peine capitale aux mineurs. Son cas a été largement médiatisé, suscitant l'intérêt de défenseurs des droits de l'homme et d'opposants à la peine de mort, qui ont lutté pour sauver sa vie à travers de multiples appels. En dépit de ses efforts, en 1999, Sean Sellers a été exécuté à l'âge de 29 ans, devenant le premier délinquant juvénile exécuté aux États-Unis depuis plus de 4 décennies. Son histoire souligne les tragédies familiales, la violence extrême et les dilemmes moraux et légaux de la justice pour mineurs. Colt Lundy, alors âgé de 15 ans, et Paul Gingerich, âgé de seulement 12 ans, ont conspiré pour assassiner le beau-père de Colt, Philip Danner. Motivés par ce que Colt a décrit comme une vie familiale insupportable, les 2 adolescents ont élaboré un plan sinistre avec une précision alarmante. Colt a convaincu Paul de l'aider à mettre fin à ses souffrances familiales. Ensemble, ils ont tendu une embuscade à Danner chez lui, armé d'un pistolet. Colt a tiré les coups de feu mortels, tandis que Paul a assisté et participé à la mise en œuvre de leur plan d'évasion. Ce meurtre prémédité a non seulement secoué leur communauté, mais a également attiré l'attention nationale en raison de la jeunesse extrême des coupables. Les 2 garçons ont été jugés comme des adultes, une décision qui a suscité de vifs débats sur la pertinence de juger de si jeunes individus avec une telle sévérité. Malgré leur jeune âge, ils ont été reconnus coupables et ont reçu des peines de prison significatives. Paul est devenu l'un des plus jeunes individus de l'histoire de l'Indiana à être jugé comme un adulte. Des années plus tard, malgré l'expression de remords, l'impact de leurs crimes reste un témoignage troublant des conséquences désastreuses que peuvent avoir des conflits familiaux non résolus sur les jeunes esprits. Leur cas continue de soulever des questions éthiques et légales complexes concernant la manière dont le système judiciaire devrait aborder les cas de jeunes délinquants qui commettent des actes de violence prémédités. Le cas de Jordan Brown en Pennsylvanie a interpellé l'opinion publique et les professionnels de la justice, posant des questions cruciales sur le traitement des jeunes délinquants.
À seulement 11 ans, Jordan est devenu l'une des plus jeunes personnes aux États-Unis à être accusée de meurtre et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. L'accusation portait sur le meurtre de Kanzi Hook, la fiancée enceinte de son père, qui l'aurait tué pendant son sommeil par jalousie envers son futur demi-frère ou demi-sœur. Le crime, selon les procureurs, aurait été commis avec un fusil de chasse de calibre 20 adapté aux jeunes. Jordan aurait tiré à l'arrière de la tête de la victime avant de se rendre à l'école comme si de rien n'était. L'arme utilisée a été rapidement reliée à lui, devenant un élément clé de l'accusation. Toutefois, l'équipe de défense de Jordan a contesté la validité des preuves, arguant qu'elles étaient purement circonstancielles et qu'il n'existait aucune preuve directe reliant Jordan au meurtre. Initialement jugé comme un adulte, sa condamnation à la prison à vie a provoqué une onde de choc parmi les défenseurs des droits de l'enfant et les experts juridiques, qui ont dénoncé la sévérité disproportionnée de la peine pour un si jeune délinquant. Après plusieurs années de procédure d'appel, la condamnation de Jordan a été annulée en 2018. Le tribunal a conclu que les preuves présentées étaient insuffisantes pour soutenir le verdict de culpabilité initial, ce qui a remis en question la capacité du système judiciaire à traiter équitablement les cas de jeunes accusés de crimes graves. En Floride, le cas de Christian Fernandez a captivé l'attention nationale en raison de sa complexité et des questions éthiques profondes qu'il a soulevées concernant la justice pour mineurs. À l'âge de seulement 12 ans, Christian a été accusé du meurtre de son demi-frère de 2 ans, un crime pour lequel il risquait une peine d'emprisonnement à perpétuité. Cependant, grâce à un accord de plaidoyer, il a évité la prison à vie. Les procureurs ont affirmé que Christian avait causé le traumatisme crânien fatal de son frère en le poussant ou en le frappant pendant qu'il s'occupait de lui. Ce drame a été exacerbé par les révélations sur la vie extrêmement difficile de Christian, marquée par de graves violences physiques, de la négligence et un environnement familial chaotique. Des rapports ont souligné son détachement émotionnel et une compréhension limitée de la gravité de ses actes, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à son cas. L'arrestation de la mère de Christian pour maltraitance a révélé l'environnement toxique dans lequel il avait grandi, mettant en lumière les multiples défaillances du système qui aurait dû le protéger. Le débat autour de la décision de juger Christian comme un adulte a été intense. Le cas d'Anthony N illustre tragiquement comment les traumatismes familiaux peuvent influencer les interactions avec la loi, menant parfois à des conséquences dévastatrices. Né en 1980 à Oakdale, Californie, Anthony a grandi dans un environnement familial marqué par la violence domestique et l'instabilité, des facteurs qui ont profondément affecté son développement et sa perception du monde. À l'âge de 17 ans, la frustration et la colère accumulée d'Anthony ont explosé lors d'une confrontation fatale sur le bord de la route, entraînant la mort du sergent Kent Kincaid, un officier de police de Houston en congé. La situation a escaladé lorsque le sergent Kincaid, ayant identifié sa position de policier, s'est approché de la voiture d'Anthony pour discuter d'un objet que celui-ci aurait accidentellement jeté sur le véhicule du policier. L'échange tendu a culminé lorsqu'Anthony a tiré une balle dans la tête du sergent. Au procès, Anthony a tenté de justifier son action en affirmant craindre pour sa sécurité, mais le tribunal a trouvé ses déclarations incohérentes et l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré, le condamnant à la peine capitale. Sa défense a plaidé que son enfance traumatisante avait été un facteur déterminant dans son comportement viol, tandis que l'accusation a souligné son hostilité envers les forces de l'ordre comme motif prédominant. L'affaire de Christopher Pittman est un exemple poignant qui soulève de sérieuses questions sur l'interaction entre la santé mentale, les médicaments prescrits, et le système judiciaire, surtout quand il s'agit de jeunes délinquants. En 2001, Christopher, alors âgé de 12 ans et résidant en Caroline du Sud, a été impliqué dans un crime horrifiant qui a non seulement coûté la vie à ses grands-parents, mais a également secoué la nation. Vivant avec ses grands-parents en raison d'une enfance difficile et de troubles émotionnels, Christopher a tragiquement choisi de mettre fin à leur vie une nuit, tout en dormant. Après avoir commis les meurtres, il a incendié leur maison dans une tentative de détruire les preuves et s'est enfui en voiture, laissant la communauté locale et les enquêteurs stupéfaits par l'acte. La défense de Christopher a mis en lumière une cause potentielle du comportement, l'influence du Zoloft, un antidépresseur qui lui avait été prescrit juste avant les meurtres. Les avocats de la défense ont argumenté que le médicament avait provoqué des effets secondaires graves, tels que l'agressivité et un détachement émotionnel, ce qui pourrait avoir contribué à ses actions. Cette défense a ouvert un débat plus large sur les risques potentiels des médicaments psychiatriques chez les jeunes en développement. Malgré ces arguments, le système judiciaire a décidé de juger Christopher comme un adulte. Cette décision a alimenté une controverse sur la manière dont les mineurs, particulièrement ceux avec des antécédents de troubles mentaux et sous médication, devraient être traités par la loi. En 2005,
Il a été condamné à 30 ans de prison, un verdict qui reste sujet à débat. Le cas de Christopher Pittman continue de servir de rappel troublant des défis que pose l'évaluation de la responsabilité pénale chez les jeunes affectés par des troubles psychologiques et des traitements médicamenteux. Il met en exergue la nécessité d'une approche plus nuancée et informée pour traiter les cas de jeunes délinquants, qui tient compte de leur santé mentale et de l'influence des médicaments sur leur comportement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres contenus passionnants, n'hésitez pas à cliquer sur les cartes à l'écran maintenant. Restez avec nous pour encore plus de découvertes fascinantes. Cela encourage les spectateurs à rester engagés et à explorer davantage de contenu sur votre chaîne.